Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Dans le dernier épisode au format long, les habitudes qui changent vraiment le game, partie 1, on s'était arrêté au bout d'1 heure d'épisode pour garder le contenu digeste au maximum. Donc sans perdre plus de temps, on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ensuite, le deuxième changement d'habitude, c'est je n'arrive pas à tout faire pro et perso, une journée ça suffit pas. C'est un peu en lien avec je cours partout, j'ai pas le temps pour moi. Mais là, c'est plus avec une vision de j'ai plein de choses à faire et j'y arrive pas. Ouais. Comment je fais ? Voilà, comment je fais. La fameuse phrase je comprends pas, je fais plein de choses et pourtant j'ai l'impression de pas avancer. Ouais. Il me reste encore 25 000 trucs à faire. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend très très souvent avec les personnes qu'on accompagne, notamment par exemple dans le programme AGS aussi, où ils ont donc le programme AGS, c'est on accompagne des personnes qui développent leur agence web. Et dedans, ils doivent s'organiser entre la prospection, entre la création de leur offre, entre la livraison du client, l'onboarding, enfin bref. Et des fois, il y en a qui galèrent. Ouais. Surtout que quand on démarre, ça peut faire beaucoup de choses à mettre en place d'un coup. Exactement. Même si ça se fait par étapes, ça fait quand même beaucoup quand on n'a pas eu l'habitude. Et donc, c'est vrai que c'est une problématique qui remonte beaucoup. Exactement. Et c'est d'autant plus problématique où aujourd'hui, il y a tout qui va plus vite. On reçoit des notifications en continu. Il y a du multitâche permanent. Multitâche, c'est vraiment pas bien, j'assure. On en parlera peut-être un jour. On a des calendriers qui sont surchargés. On a des emails à toute heure de la journée, des emails, des SMS, ce que vous voulez. Donc, forcément, notre environnement aujourd'hui, il nous pousse à croire qu'on peut et qu'on doit tout faire tout le temps et dans les temps. Ouais. Et au moment où ça arrive. Et du coup, forcément, à un moment donné, on explose. Ouais. Ok. Donc, c'est pareil, il y a une confusion entre quantité et qualité. Parce que faire beaucoup, quelque part, c'est devenu la norme. Et le problème, c'est que faire beaucoup, ça ne veut pas dire avancer sur ce qui compte. Et c'est là où moi, je vais introduire la matrice d'Eisenhower, mais avec une petite nuance là-dessus. C'est que vous connaissez tous le important, urgent. C'est ça, je crois, la matrice. Ouais, exactement. Mais moi, je rajouterais important, urgent, mais surtout impactant. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des tâches urgentes à faire qui sont impactantes, il y a des tâches importantes qui sont impactantes. Ok, tu dissocies le impactant du important. Ouais, c'est ça. Voilà. Exactement. En fait, il y a les tâches impactantes et les tâches importantes. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon organisme de formation, je dois rendre un bilan pédagogique financier. Donc, c'est l'ensemble des formations que j'ai données, etc. C'est important de le faire, mais c'est pas impactant. Ouais, tout à fait. Ok. Par contre, on va dire faire de la prospection pour récupérer des stagiaires pour mon organisme de formation, ça, c'est impactant. Ouais. C'est important et impactant. Qu'est-ce que je vais choisir entre aller prospecter pour trouver des clients ou remplir mon BPF, le bilan pédagogique financier? Les deux sont importantes, mais il y en a une qui est plus impactante que l'autre. Donc, je me focalise sur prio, celle qui est impactante. Exactement. Ouais, exactement. Du coup, je vais rebondir vite fait sur la matrice d'Eisenhower. Juste recontextualiser rapidement si jamais il y en a qui connaissent pas la matrice d'Eisenhower. On l'appelle la matrice urgent important aussi. Et c'est vraiment le fait pour chaque tâche, chaque action, appelez ça comme vous voulez, se poser la question, est-ce que c'est urgent ? Oui, non. Est-ce que c'est important ? Oui, non. Là, je dis vraiment la base, sans prendre la nuance que tu viens de mettre en compte. Et du coup, en fonction de si c'est urgent et important, soit urgent et pas important, soit important et pas urgent, ou soit ni l'un ni l'autre, en fait, ça va classer nos tâches en 4 niveaux de priorité un petit peu. Et on met ça sur un espèce de schéma, un cadran en fait en croix avec 4 cadrans. Donc vous pouvez aller voir ça. Il y a plein de schémas. Oui, vous tapez sur Google matrice Eisenhower, c'est bon. Alors parenthèse, ça s'appelle comme ça parce que c'était le président Eisenhower en fait qui utilisait cette technique. Donc c'est pas lui qui l'a inventé, mais en fait c'est connu que lui l'utilisait et du coup par extension elle a pris un peu ce nom-là. C'est personnifié. Ouais, exactement. Et c'est une très bonne technique
quand on veut commencer à prioriser ses tâches, parce que des fois on va essayer de prioriser en se disant bon, haut, moyen, bas, urgent, voilà. Et en fait très vite tout est haut en priorité, voilà. Tout est urgent. On a l'impression. Ouais, exactement. Et en fait du coup cette technique-là de se demander si c'est urgent, important pour chaque tâche, ça permet de vraiment se dire ok, de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont moins importantes que d'autres. Et fondamentalement, ce qu'on peut se dire, c'est que, par exemple, ce qui est urgent et important, c'est priorité numéro 1. Ce qui est important, mais pas urgent, c'est priorité numéro 2. Donc, ce serait à faire. Ce qui est urgent, mais pas important, c'est potentiellement quelque chose qu'on peut déléguer à quelqu'un d'autre. Si on veut grossir un petit peu le truc. Et ce qui est ni urgent ni important, c'est potentiellement quelque chose qu'on pourrait supprimer. Voilà. Si jamais on voulait tirer un peu le trait sur chaque point. Et d'ailleurs, ce qui est important est planifiable. Oui. Oui, tout à fait. Parce que sinon, ça devient urgent. Ouais, exactement. Et après, tu éteins le feu. Ouais, exactement. Et bon, quand on n'a pas l'habitude, il faut peut-être se forcer un peu. Voilà. Mais quand on se force à vraiment se poser la question, alors moi, je fonctionne un petit peu différemment quand je la fais. Moi, c'est vrai que j'ai relié le important à l'impactant. En fait, les deux sont compris dans le même point. Sinon, j'y sors de important. Mais j'aime beaucoup la nuance que tu apportes parce que, et encore plus quand on débute, je pense, dans la priorisation des tâches. Parce qu'après, moi, je pense que vu que je le fais depuis longtemps, j'analyse assez rapidement dans l'importance qui est impactant ou pas, en fait. Exactement. Et c'est un petit peu automatique, mais c'est vrai que quand on débute, c'est pas toujours facile. Donc, d'avoir ces 3 points-là, on se pose vraiment la question pour chaque point et ça va vraiment aider à savoir qu'est-ce qu'on fait en premier. Attends, les meilleurs moments de la journée, etc. Là, après, voilà, on va sur d'autres. Mais c'est exactement ça, c'est se dire, ok, est-ce que ce que je fais là, c'est important ou impactant pour moi Ou alors, c'est un truc que je fais, mais en fait, ça va rien apporter à ma journée. Ouais. Et c'est fondamental. Quand on a l'impression que la journée, on n'a pas le temps de tout faire dans la journée, parce que aujourd'hui, faut être un parent aimant, un salarié performant ou un freelance performant, peu importe. Ouais. Faire du sport. Il faut être un ami hyper dispo. Il faut être aussi un partenaire attentionné, machin, etc. On nous dit qu'il faut être créatif, qu'il faut être passionné. Faut être parfait. Faut être parfait. Faut être bénévole dans une asso parce que sinon, ça veut dire que tu penses qu'à ta gueule, etc. Ouais. À un moment donné, putain, oh les gars. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire en même temps. Et forcément, on s'oublie. Et on va faire des choses qui factuellement ne sont ni importantes pour nous, ni impactantes. Et là, on se dit, merde en fait, je fais que des trucs secondaires. Ouais. Amusez-vous vraiment à dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui était impactant ou important pour moi, qui m'a fait avancer dans mon but, et qu'est-ce que j'ai fait qui était ni important, ni impactant, et qui m'a pas fait du tout avancer. Et vous allez vous rendre compte qu'on va faire du 80-20. Grosso modo, c'est ce qui ressort en tout cas des stagiaires, c'est que 80% des actions qu'elles font, les personnes plutôt, que ces personnes font, c'est 80% de tâches que moi j'appelle les tâches de soutien, qui sont des tâches pas importantes, pas urgentes, qu'il faut faire, mais c'est pas très grave, ou qu'on peut déléguer. Alors que la proportion devrait être inversée. Alors ça devrait être inversé. La loi de Pareto, mais exactement. Et de faire le taf d'inverser cette proportion-là, on voit de suite des changements. Exactement. Et quand du coup on met son énergie sur les bonnes tâches importantes, impactantes, dans l'optique d'atteindre notre objectif, notre but, forcément, on finit la journée, on est vachement moins crevé, on est satisfait, et on se dit, ok, j'ai fait ça, c'est tout bon. Maintenant, je peux éventuellement regarder les tâches secondaires qu'il y a à faire. Exactement. Là, on touche, pour moi, on touche à la définition de la productivité, en fait. Parce que, la productivité, il est vite associé à je suis overbooké, etc. Ouais. Et en fait, non. Le but de la productivité, c'est pas de faire. En fait, c'est pas de faire plus et de remplir l'emploi du temps, c'est plutôt de faire plus en se libérant du temps. Ou de faire mieux, finalement. Et du coup, en faisant ce que tu dis là, ça va permettre justement de passer plus de temps sur les tâches impactantes et on va se rendre compte qu'en passant moins d'heures dans la journée ou en faisant moins de tâches, en fait, on arrive à de plus gros résultats. Exactement. Et du coup, on se libère plus de temps, qui permet juste de se détendre, de prendre du temps perso ou de faire peut-être plus sur le pro si on a envie aussi de faire plus sur certains trucs, peu importe.
Tout à fait. Alors, c'est pour ça que c'est important. Et après, il y a que vous qui pouvez définir ce qui est impactant et important pour vous. Oui. Nous, on aura une autre définition à nous qui sera propre par rapport à notre façon de voir les choses. Mais après, il y a que vous qui peut. Si aller aider un ami pour vous, c'est une tâche qui est impactante. Ok. Si vous. C'est ça. Mais peut-être qu'en vrai, c'est pas vraiment ça. Donc, à voir ce qui vous motive aussi à aller aider un ami, par exemple. C'est un bon moment pour utiliser la méthode des 5. Pourquoi ? Voilà. Et exactement. De creuser, en fait, au niveau de, ok, c'est impactant, pourquoi c'est impactant ? Et alors. En quoi ça me fait avancer ? Et voilà. C'est ça. Pour le creuser jusqu'au bout. Et pour boucler, là, avec ce que tu disais, de se demander dans la journée, attends, est-ce que c'était impactant, important ? Tout à l'heure, quand on disait d'identifier les voleurs de temps, bah, si tu fais l'exercice de le noter quelque part, là, sur ta journée ou ta semaine, d'identifier ces voleurs de temps, derrière, pose-toi avec cette matrice, entre guillemets, reprends chacun des jours de ta semaine et chacun des voleurs de temps que tu as identifiés et demande-toi, ok, est-ce que c'était impactant ? Est-ce que c'était important ? Est-ce que c'était urgent aussi, potentiellement ? Et tu vas prendre une claque. En fait. C'est ça. Tout simplement, tu vas prendre une énorme baffe dans la gueule. Exactement. Parce que en vrai, une journée type, on va pas se mentir, pour, je pense, 80% des gens, c'est t'arrives au boulot, tu ouvres tes mails, tu réponds à ce qui arrive, tu vas regarder ton agenda, tu vas te laisser happer par plein de choses extérieures, tu vas chercher les enfants à l'école, tu les emmènes au sport, à l'activité, peu importe, tu vas les faire bouffer, tu couches tes enfants, tu termines la journée sans avoir touché ce qui comptait en fait pour toi, en vrai. Et tu recommences. Et tu recommences chaque jour, comme ça, dans un cycle. Et après tu dis, putain, j'ai plein de choses à faire, et j'arrive pas à les faire. Et donc du coup, t'es vide, t'es frustré, t'es out, quoi. Et en vrai, tout le monde vit comme ça depuis longtemps, à partir du moment où on fait pas cette partie d'introspection. Pardon. Vas-y. Non. Et je disais juste que en vrai, souvent, c'est que ça vient, je pense, en tout cas, d'une to-do list, les fameuses to-do list. On nous a dit, il faut faire les to-do list, il y a ça à faire, et qui est mal faite, et mal gérée. Et ça, c'est un vrai piège mental, parce que quand elle est trop longue, bah, elle va t'écraser. Si elle est trop floue, bah, tu vas t'éparpiller. Et tu vas pas le faire. Si c'est trop rigide, bah, à l'inverse, ça va t'enfermer. Et si c'est mal priorisé, et là c'est terrible, et ben elle va t'éloigner de ce qui compte. Exactement. C'est un des plus gros pièges, la to-do list. Exactement. C'est un truc c'est quelque chose à faire vraiment de manière intelligente et pas juste de noter tout ce qui nous passe. En fait, on peut pas s'arrêter juste au brain dump, donc vraiment à la partie de sortir tout ce qu'on a en tête et de le laisser comme ça. Parce que si tu le laisses là, c'est mort, t'avanceras pas. Exactement. Donc, une fois qu'on a dit tout ça, moi je vous propose un plan d'action. Tu veux proposer le tien avant ou comment tu veux faire ? Non, bah vas-y, tu peux proposer le tien. Moi j'allais raccorder ça avec... Vas-y, fais le raccordement. Ok, raccorde le wagon. Je sais pas si c'est ça que t'avais en tête ou pas. Moi j'allais raccorder ça du coup avec la matrice d'Eisenhower. Cette partie-là en fait c'est la première étape. Et derrière, si on veut faire les choses et puis mieux gérer sa journée, il va falloir utiliser notre technique. Et j'ai introduit le time blocking qui est une des techniques dont je parle le plus peut-être. Qui je trouve illustre pas mal de choses, permet de lutter contre pas mal de choses, mais qui est souvent décrit que d'une seule manière, je trouve. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens vont dire non, mais moi ça me correspond pas. Pour moi, la première étape, c'est justement là ce que tu disais, tu vois, utiliser donc cette matrice et se poser la question. Une fois qu'on a priorisé un petit peu nos actions comme ça, ça va être de les placer sur la journée. De manière à avoir la vision d'ensemble en avance et de ne pas se laisser prendre par j'arrive pas à tout faire, une journée ça suffit pas. Déjà, ça va permettre de se rendre compte en avance si on aura le temps de tout faire ou pas dans la journée, et pour pas arriver à la fin de la journée en se disant putain j'ai pas assez de temps dans ma journée, c'est terrible, parce que on le savait d'avance qu'on n'aurait pas le temps de tout faire. Et puis d'être sûr qu'on va passer le temps sur les tâches les plus importantes et impactantes, le faire au bon moment, donc c'est-à-dire les placer vraiment en priorité dans la journée pour être sûr qu'on ait le temps de les faire et être sûr qu'on avance, et les choses qu'on n'aura pas le temps de faire du coup sera plutôt ce qui n'était pas réellement impactant ou important, et du coup c'est moins grave et on aura moins ce sentiment là. Donc du coup pour faire ça, je sais pas si je rentre directement un peu dans le détail vas-y, lance ton plan d'action. De comment tu me coupes les surplis, vas-y. Voilà. assume ta responsabilité. Alors pour moi le plan d'action, donc première étape, c'est vraiment la matrice d'Eisenhower et se poser les questions, pour la priorisation des tâches, en fait, c'est ça. Une fois qu'on a priorisé les tâches, ça va être juste d'estimer le temps
pour chaque action. Et que ce soit du pro, du perso ou pas, même quand c'est du temps pour soi, de se dire ok, il faut que je sorte mes chiens tous les jours et je leur fais une grande balade. Ok, 1 heure par exemple, et tous les jours je prends 1 heure pour sortir mes chiens. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, j'ai pas d'animaux, mais mais c'est une très bonne, c'est un très bon exemple. Voilà, donc d'attribuer un temps vraiment à chacune de ces tâches et donc d'essayer d'être cohérent dans le temps qu'on va donner. Alors déjà, dites-vous que généralement, quand vous allez commencer par donner un temps à une tâche, vous donnerez moins de temps que ce que vous allez mettre réellement. Exactement. Il y a ce qu'on appelle le ratio de Fudge, qui est la différence entre le temps qu'on estime et puis le temps réel. Donc, quand on va se dire, ok, il me faut tant de temps pour faire telle chose, si c'est pas quelque chose qu'on a vraiment l'habitude de faire et on sait combien de temps on met pour le faire, on peut faire 1,5 fois à 2 fois plus de temps dans la prévision. Tout à fait. Pour être sûr, en fait, de pas se laisser déborder, parce que sinon, chaque tâche, on va prendre du retard, en fait, dès les premières tâches de la journée, et du coup, on va pas s'en sortir et on va être frustré à la fin de la journée. Donc vraiment, on attribue le temps, et une fois qu'on a ça, on a, pour chaque tâche, chaque action, on sait son niveau de priorité, entre guillemets, et le temps qu'on estime. Et du coup, quand on va vouloir placer ça sur notre journée, on va se dire, ok, telle tâche, c'est vraiment en grosse priorité parce que c'est important, parce que c'est impactant, peut-être urgent, peu importe. Je vois que j'en ai pour 2 heures, 3 heures. Ok, je mets ça à tel moment de ma journée. Et en fait, en faisant ces 2 étapes-là, on va être sûr de faire d'abord les tâches les plus prioritaires. Et surtout, on va pas surcharger une journée en mettant plein de tâches qui vont au final prendre 12-13 heures dans la journée une fois qu'on l'a estimé. Clairement, on le fera jamais. Donc, ça va permettre de rester cohérent et de se dire, ok, là en vrai, j'ai déjà mis tant d'heures de tâches aujourd'hui. Si je calcule que je risque d'être un peu en retard, qu'il y a des imprévus, je pense que c'est suffisant. Le reste, ce sera pour demain. Et du coup, ça va permettre, de mieux anticiper la suite et de moins se faire piéger, en fait, dans putain, j'ai vraiment pas le temps de tout faire, et puis en plus j'arrive en fin de journée, j'ai prévu de faire tout ça et j'ai pas eu le temps, le piège de la to-do list, et après tu culpabilises et puis machin, puis au final t'abandonnes, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, le cerveau qui dit en vrai, depuis qu'on a mis ce système en place, est-ce qu'on n'est pas plus stressé? Est-ce que ça nous casse pas vraiment les... Donc, voilà. Non, mais je suis d'accord, et se dire que en vrai, il faut peut-être revenir sur la définition d'une tâche. Une tâche, c'est un ensemble d'actions. Donc, quand on dit une liste de tâches, en vrai, c'est plutôt une liste d'actions qu'il faut faire. Tout à fait. Parce que si vous vous dites, admettons, je dois tourner une vidéo. Je dois faire une vidéo YouTube. Dans la vidéo YouTube, si vous mettez juste la tâche, je dois faire une vidéo YouTube, puis après vous ajoutez une autre tâche, je dois créer un site internet, et puis vous ajoutez une autre tâche, et je dois aller promener mon chien, ce que vous oubliez, c'est que pour créer une vidéo YouTube, c'est quoi? Il faut un script, première action. Deuxième action, il faut réfléchir au sujet. Troisième action, il faut mettre en place des lumières, j'en sais rien. C'est le setup. Quatrième action, il faut tourner. Après, cinquième action, il faut faire le montage. Sixième action, il faut créer une miniature, il faut uploader, etc. C'est-à-dire que vous avez 8 actions pour faire votre... Et si derrière, vous devez faire aussi un site internet, vous avez noté « je dois faire un site internet pour un client », vous avez... Qu'est-ce que tu dois faire un site internet? Il y a 50 000 actions. Et après, tu dois sortir ton chien. Et donc, en fait, tu te dis, oh, putain, mais j'ai pas eu le temps de tout faire. Bah ouais, forcément. Donc, mettez sur votre to-do list des listes d'actions et pas une liste de tâches. Et ça veut dire que si votre vidéo YouTube que vous devez tourner, vous dites, ok, ça va me prendre 3 heures de faire le script, la recherche, le tournage, le lendemain, je vais rajouter une partie de mon temps pour faire le montage, pour faire le setup, j'en sais rien. Et en fait, votre tâche, elle va s'étaler sur 3-4 jours, peut-être même une semaine, pourquoi pas. Mais au moins, elle est faite. Et c'est les listes d'actions qui comptent et pas les listes de tâches en vrai. Et c'est de savoir évaluer quand tu disais, ok, j'ai des listes d'actions, combien de temps je mets par action? Combien de temps je mets pour créer une miniature? Combien de temps je mets pour un tournage? Combien de temps je mets pour mettre un setup? Et après, vous placez ça dans votre semaine ou dans votre 15 jours, peu importe. Mais l'idée, c'est d'avoir des listes d'actions qui, à la fin de la journée, sont cochées. Finalement, de faire un process. Exactement. Un détail précis de tout ça. Exactement. Alors, il y en a, ils vont dire, ouais, mais j'ai l'impression d'en faire plein. Ouais, mais en fait, il va y avoir beaucoup plus de choses. C'est sûr qu'au lieu d'avoir une tâche, je fais une vidéo YouTube,
je fais un site internet et je vais promener mon chien, t'as que 3 cases à cocher. Et c'est sûr que si je te dis, fais des listes d'actions, t'en auras peut-être 10 à cocher, sauf que les 10, elles seront cochées. Et à chaque fois que tu vas cocher, ton cerveau en plus sera content, il va dire, putain, oh, trop bien, on a coché une case, allez, on en coche une autre. Ouais. Et c'est tout. Ouais, exactement. Et si t'as pas le temps, c'est pas grave, ce que t'as pas pu faire, tu devais faire du montage, ok, tu te déplaces dans le jour d'après. Ouais. Et il n'y a pas de problème. Mais au moins, t'es sûr que t'avances. Alors, exactement. Je suis totalement d'accord. Quand on a une tâche vague, comme tu disais, par exemple, faire une vidéo YouTube, c'est vrai que la zone de flou, elle est énorme. Et on s'en rend pas toujours compte. Moi, je l'ai... Donc, parce que je travaille comme ça, hein, et moi, je l'ai détaillé au point où même, par exemple, tu vois, quand je mets montage, je me rendais compte que montage, souvent, je prenais du retard sur mes montages parce que, en fait, il y a plein d'étapes dans le montage. Exactement. Et du coup, c'est pas quelque chose que j'aime faire, par exemple, juste, une demi-heure, 1 heure et me couper pour passer à autre chose. Et du coup, j'en suis même venu à redécouper la partie montage. Et je sais que, montage va avoir, déjà la création du projet, le tri de un petit peu les rushs, soit vidéo, son, etc. Ensuite, il y a la synchro. Ensuite, il y a l'assemblage, etc. Et j'ai détaillé vraiment chaque étape, action, ouais. chaque action de la tâche montage. Ce qui fait que aujourd'hui, je suis beaucoup plus à jour quand j'en fais un, parce que au moment où je vais placer ces actions sur ma journée, en fait, je vais plus mettre juste montage. Ouais. Je vois que dans ma journée, j'ai une journée un peu chargée. Par contre, je vois que j'ai 1 heure de trop à un moment. J'ai le temps de faire la synchro, peut-être. Donc là, juste d'associer vraiment les bandes son aux images. Ok, là je fais ma synchro. Exactement. Et demain, j'attaquerai la partie assemblage, peut-être le début du montage et des visuels si j'ai le temps. Et en fait, ça permet d'être sûr qu'on avance. Il vaut mieux avancer un petit pas à la fois qu'avoir, comme tu disais, d'avoir juste un truc, mais du coup de pas avancer du tout. Exactement. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet falaise. Alors ça me fait penser à ça. L'effet falaise, c'est on imagine un mec, il se pointe devant une falaise, il dit putain, j'ai tout ça à gravir, un peu l'Everest si tu veux. Eh non, en fait, tu vas pas monter d'un coup. Et soit tu as 2 solutions, soit tu dis j'y vais étape par étape, ou soit j'abandonne. Ouais. Ou je procrastine. Et effectivement, tu as 1 heure de trou, tu dis putain, j'ai du montage à faire, jamais j'y arriverai, je fais pas le montage. Ouais. Alors qu'en fait, dans le montage, comme tu dis, tu peux avoir plein de micro-actions. Ouais. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, c'est que si à chaque fois on se dit oh putain, je dois tourner une vidéo YouTube, il y a tout ça à faire, je fais pas. Alors que si on pose sur papier, noir sur blanc, les actions qu'il y a à faire et plus la liste de tâches globale, t'avances tout le temps. Et comme on a vu, moi je disais montage, mais toi, dans le montage, t'as même des actions en plus à faire. Exactement. Dans le montage. Et ça pour vraiment chaque tâche. Un truc aussi bête que je sais pas, envoyer un devis à un client. Ok, il faut que tu prépares ce devis. Peut-être que pour le préparer, il faut peut-être que juste que tu calcules un peu le nombre d'heures et du coup voilà combien de temps tu vas faire, puis que tu écrives le mail qui va avec, exactement. etc. Exactement. Chaque tâche a vraiment un ensemble d'actions, et même pour du perso. Par exemple, tu te dis ok, je veux lire un livre. Non, beaucoup trop flou. Donc ok, je vais pas juste lire aujourd'hui. Je vais lire 20 pages. Ouais, 20 pages, c'est ça, un chapitre, exactement. Peu importe le KPI que tu te mets, la borne un petit peu kilométrique que tu te mets pour savoir comment t'avances, mais détaille-le. Et c'est super important pour le cerveau parce qu'il adore ça. Il adore être cadré, le cerveau. Ouais. S'il sait que tu dois lire une page ou un chapitre, il va te dire je suis prêt pour lire un chapitre, vas-y mon garçon là. Ouais, exactement. C'est tout. Exactement. Je pense que j'y reviendrai dans la troisième problématique un petit peu, mais c'est vrai que cette zone de flou, il faut l'enlever au maximum. Ouais. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait un plan d'action un petit peu. Je me suis fait un plan d'action pour quand je voulais faire des habitudes, pour être sûr de les faire. Parce que, en fait, plus il y a mais en règle générale dans la vie, plus la zone de flou est grande, moins on avancera. On est d'accord. Ouais. Donc du coup, ta première étape, c'était la matrice d'Eisenhower. Ouais. La deuxième, c'est faire du time blocking. Ouais. Le time blocking, c'est je bloque des blocs de temps. En fait. Voilà, c'est ça. Je vais faire ça. Alors, pour le coup, chaque tâche ou chaque action, si on veut, mais généralement chaque tâche, donc chaque liste d'actions, on va lui attribuer un temps global. Donc, si on fait vraiment la liste des actions, on peut estimer le temps des actions, puis on fait une simple addition, normalement ça va. On va mettre sur notre calendrier un bloc de temps qu'on réserve pour cette tâche. Voilà. Ok. Et puis, voilà, c'est en vrai de faire ces 2 choses-là, pour moi, c'est les 2 choses principales à faire pour être sûr qu'on avance. Après, il y a d'autres techniques, d'autres stratégies pour bien faire son time blocking, pour bien penser ses priorités. On pourra éventuellement faire un podcast spécifique là-dessus sur le time blocking. Exactement. Je pense que ça peut être le sujet déjà d'un qui est, je pense, pour moi,
la meilleure stratégie à utiliser pour optimiser son temps perso pro pour avoir une clarté dans tout ce qu'on veut faire. Tout à fait. C'est pour moi c'est la meilleure. J'ai pas trouvé mieux. Vraiment. Ouais, je suis assez d'accord, mais parce qu'en fait, ça agit sur plein de choses en même temps. Ça illustre plein de choses. Enfin, ça va permettre de lutter contre la procrastination. Ça va permettre en vrai, un truc tout bête, mais auquel on pense pas souvent, mais c'est que ça permet d'avoir un historique. Et quand on a une boîte, avoir cet historique, que ce soit pour calculer sa rentabilité, que ce soit quand on fait la compta en fin d'année pour tel jour, telle heure, ce ticket à quoi il correspond. Enfin, moi, c'est des trucs, ça m'a déjà aidé du coup de time bloquer parce que j'ai pu retrouver dans le passé. Ah ouais, putain, ce ticket, ok, il correspondait à tel truc. Ok, bah, j'étais avec un client, on allait boire un café, etc. Ça va vraiment prendre un maximum de concepts de la productivité, ne serait-ce que dans comment est-ce qu'on fait le time blocking, tu vois, on va aborder la priorisation des tâches, on va aborder plein de choses. Donc, il y a plein de méthodes aussi différentes de le faire, ce qui va permettre que on peut s'adapter, ça peut s'adapter vraiment à n'importe qui. Et puis, pas que dans un contexte pro très fermé, c'est-à-dire que même sur le perso, voilà, tu veux mettre des habitudes en place pour ton perso, bah juste de le faire. Voilà, ça, en fait, on rentre dans ce qui est un peu l'implémentation. Ouais, l'implémentation. D'intention. Enfin, je sais pas trop comment tourner ça, mais voilà, le fait de le noter, ça donne une intention. Exactement. On dit à notre cerveau, mon garçon, je veux faire ça. Voilà, c'est ça. On va faire ça. Et voilà. Et puis après, ça va permettre de le creuser aussi. Dire, bah, je vais faire ça à tel moment. Voilà. De telle manière. Et du coup, on aura beaucoup plus de chances de le faire. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, c'est une des techniques que je trouve les plus puissantes dans le gros sujet de la productivité. Tout à fait. 100% d'accord avec toi. Au niveau de tes plans d'action, toi, c'est donc Eisenhower, bloc de temps. Ouais, exactement. Donc le time blocking. Ok. Ouais. Alors, il y a peut-être un dernier point, mais qui va être raccord aussi avec la dernière problématique. Il faut faire un peu tout le temps, mais pour moi, c'est l'importance du suivi. Du tracking. Donc, mais je pense que j'y reviendrai peut-être sur le troisième point parce que je pense que ça conclura un petit peu les trois problématiques. Ok. Parce que toi, tu avais quelque chose à rajouter là sur ce changement d'habitude là. Ouais, je vais rajouter 2-3 choses. C'était pas assez complet. c'est vrai qu'on prend pas assez le temps, je trouve. On prend pas assez le temps. Hein. Non, en vrai, donc d'accord, 100% avec ce que tu as dit. Je rajouterai en amont, avant de faire... Alors, la matrice Eisenhower, parfait. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourra mettre en téléchargement, je pourrais éventuellement, si tu es OK, mettre en téléchargement ma matrice à moi avec impactante, etc. Et les gens, comme ça, ils peuvent le faire. Et ce qui est important sur cette matrice-là, que ce soit la matrice Eisenhower originale ou un peu améliorée, peu importe, c'est que à la fin de la journée, en fait, quand on a fini sa journée, on doit noter ce qu'on va faire le lendemain dans cette matrice. Vous prenez 15-20 minutes pour le faire, parce que ça va vous décharger déjà, mentalement. C'est-à-dire que quand vous allez vous coucher ou quand vous avez fini votre journée elle est vraiment finie, parce que vous savez déjà ce que vous avez prévu pour le lendemain. Quelles tâches impactantes, quelles tâches importantes, quelles tâches sont moins importantes, etc. Vous utilisez cette matrice-là, vous le faites à la fin de votre journée, et je vous garantis que le lendemain matin, mais vous êtes opérationnel comme jamais, parce que déjà, vous avez dit à votre cerveau, demain, écoute, regarde, demain on fait tout ça, il n'y a pas de problème, lui l'a noté. Vous allez vous coucher, il n'y aura plus de trucs. Alors c'est vrai déjà, il faut que je fasse ça, puis ici, qu'est-ce que je dois faire, machin. Le temps perdu en réfléchissant. Ce sera déjà tout noté. Vous serez tranquille et vous dormirez beaucoup mieux. Et quand vous vous levez le matin, vous avez juste à zioter ce que vous avez écrit. C'est parti. Ouais. Et là, franchement, ça c'est juste la petite truc que je ferais, on va dire, avant de commencer la journée. En fait, ce serait la fin de la journée précédente. Vous faites ça pour commencer correctement votre journée en utilisant cette matrice d'Eisenhower. C'est capital. Il n'y a pas pire que commencer une journée sans savoir ce que tu vas faire. Exactement. Parce que au bout d'un moment, tu vas réussir à la démarrer. Mais le temps que tu perds et ça va être flou, c'est horrible. La baisse en fait d'énergie et de motivation, tout ce que ça va te consommer d'un coup, c'est terrible. Ah ouais, non, c'est comme si tu avais une énorme armoire de fringues, tu cherches quelque chose que tu as en tête précise et puis tu trouves pas, ça va te... ça te bouffe. Donc vraiment, et si vous allez voir sur la page de vente de ma formation sur la gestion du temps, j'ai plein de témoignages qui disent « Putain, mais c'est trop bien ce truc de faire en avant la veille pour le lendemain.
j'attaque et à 8h, les mecs, ils ont déjà fait tous leurs trucs. Ils ont ce qu'on appelle bouffer les crapauds et tout. J'en parlerai peut-être après. Ah oui, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est game changer. C'est vraiment le truc que je ferais. Ouais. C'est de la matrice Eisenhower, mais la veille. Oui, exactement. La veille de la journée qui commence. Voilà. Moi, je finis toutes mes journées par un temps où je prévois ma journée du lendemain. Alors, dans la réalité, moi, je le fais vraiment... c'est le dimanche où je prévois un petit peu ma semaine. Donc, je fais du time blocking sur l'ensemble de ma semaine, donc en passant par la matrice d'Eisenhower, etc. Mais chaque soir, en fait, je fais un point sur ma journée, ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, hein, la petite revue quotidienne. Je fais un point sur ma journée et juste derrière, je prévois ma journée du lendemain. Comme ça, je vois s'il y avait un truc que j'ai pas eu le temps de faire et qui est peut-être son niveau de priorité peut changer potentiellement du jour pour le lendemain. Donc, exactement. Je dis, ok, c'est peut-être en prio demain. Et je prévois toute ma journée du lendemain. Et surtout, ceux qui sont de grands procrastinateurs, écoutez quelqu'un qui a un niveau olympique en procrastination. Parce que moi, c'est ce qui me permet énormément, en fait, de me focus sur mes objectifs. Parce que démarrer la journée sans savoir, c'est terrible. Et encore aujourd'hui, je sais que si je le fais pas, ma journée, elle est chaotique. Donc, je confirme, je pousse à prendre ce conseil. Eh ben, nickel, parfait. Bloc de temps, moi c'est pareil, c'est mon deuxième conseil. Le time blocking, pour moi, c'est indispensable. Et puis, je rajouterais peut-être un dernier petit truc, c'est faire des pauses. Alors, il y a cette fameuse méthode Pomodoro qui dit tu te bloques 25 minutes, tu te reposes 5 minutes, tu rebosses 25 minutes, tu te reposes 5 minutes. Il y en a pour qui ça convient, d'autres moins bien. On peut allonger. Moi, je sais que je fais des sessions jusqu'à 50 minutes, des fois 1 heure. Mais dans tous les cas, à un moment donné, au bout de 50 minutes ou 1 heure, je me force à prendre 10 minutes ou un quart d'heure de pause. Et quand je dis de la pause, c'est la pause où tu n'as pas de téléphone. T'es vraiment... tu réoxygènes ton cerveau, tu vas boire un coup, éventuellement tu bouffes une madeleine, j'en sais rien. Mais l'idée, c'est de se poser et de ne pas penser à ce que tu as fait. Ouais. Et ça, vous mettez un petit minuteur, 50 minutes, 1 heure, si vous avez l'impression d'être dans le flow pendant 1 heure, etc. Mais je pense que c'est hyper important de faire des pauses dans sa journée et de ne pas d'enchaîner. Totalement. Ouais, parce que, ok, tout le monde est vraiment capable d'enchaîner 8 heures de boulot, ok. Ouais. Sauf qu'en fait, notre énergie, elle baisse sans cesse. Ouais. Et je pense que faire des pauses, c'est important. Ouais. Voilà, ça veut pas dire que le mec, le minuteur sonne et vous étiez en train de d'écrire une phrase. Vous arrêtez au milieu. Okay, on est d'accord. L'heure, c'est l'heure. Les premiers degrés, on vous voit là. Ouais. Mais voilà, vous écoutez votre ressenti, vous faites le point, vous respirez tranquille, puis après vous repartez. C'est hyper important. De toute façon, ça sert à rien de pas faire de pause parce que, admettons, tu vas passer d'une tâche à une autre. Déjà, ça consomme énormément d'énergie au cerveau. Plus les tâches vont être différentes, en fait, plus ça va lui demander de l'énergie et du temps, en fait, pour faire la transition. Et du coup, si on change directement, ce qui se passe, c'est que quand on attaque à bosser sur la nouvelle tâche, notre cerveau, il est encore sur ce qu'on vient de terminer. Donc, en fait, il se met pas du tout à fond dans ce qu'on commence. Exactement. Le temps qu'il fasse le tri, qu'on se relance sur la nouvelle tâche, et en fait, on a vraiment, comme tu le disais, l'énergie qui baisse, donc on est on en s'équipe surtout à partir d'1 heure. Non, mais ça devient terrible. Bien sûr. Du coup, en fait, on va perdre déjà facilement 15-20 minutes. Alors qu'on croit qu'on bosse en fait, mais on perd 15-20 minutes, on n'est pas du tout à fond. Et puis en fait, quand on s'y met, on est à un niveau d'énergie qui est plus bas, peut-être moins motivé aussi, même si on le ressent pas toujours comme ça. Et du coup, on va être beaucoup moins efficace. Alors que ces 15 minutes là, de les prendre pour couper et derrière s'y remettre, ça laisse le temps à notre cerveau de processer tout ce qui vient de se passer, d'enregistrer, de respirer, d'avoir un regain et de commencer peut-être à penser à la suite. Quand on va commencer à s'y mettre, on va être de suite beaucoup plus efficace parce qu'on a déjà fait le tri. Et du coup, au lieu de perdre 15-20 minutes à croire qu'on fait quelque chose alors qu'on n'est pas du tout efficace, autant les prendre pour se poser un peu. Puis derrière, quand on attaque, on bombarde et on se sent beaucoup mieux quand on le fait. 100% d'accord, 100% d'accord avec toi. Donc, je prépare ma journée la veille, ma journée du lendemain la veille. J'utilise la matrice d'Eisenhower pour ça. Je fais le time blocking et ensuite, je fais des pauses. Voilà, grosso modo, le plan d'action. Et je rajouterai un petit truc, qui est un petit tips, qui a beaucoup aidé les personnes que j'accompagnais, mes stagiaires. C'est
d'acheter un agenda papier Semainier format A4. Alors oui, je sais, ça fait vieux comme ça. Et en fait, l'idée, c'est que quand vous l'ouvrez en format A3, du coup, qu'il y a un 3, que vous ayez toute la semaine de visu, et sur cet agenda, vous notez uniquement vos rendez-vous. J'ai le coiffeur, j'ai rendez-vous avec un client, j'ai machin, uniquement ça. Et comme ça, en fait, dans votre agenda, il n'est pas surchargé. Vous voyez uniquement déjà les trucs importants. Ouais. Les rendez-vous, que vous pouvez pas rater, etc. Et ensuite, en parallèle, vous utilisez un outil numérique, un agenda numérique, où là, vous pouvez mettre vos blocs de temps. Et moi, ce que je fais, peut-être que ça peut paraître chiant pour les autres, mais c'est que dans mon agenda électronique, en fait, j'ai mon pro et mon perso, mais qui sont sur le même agenda. J'ai mes blocs de temps, j'ai mes routines perso, ça va être un bloc de travail. Ouais. Alors, moi, mes tâches, mes actions, etc., je les mets dans un Notion, ou avant, je faisais sur des fiches Bristol. Mais c'est pas sur mon agenda. Sur mon agenda, c'est vraiment les blocs de temps. Bloc de temps travail, bloc de temps pause. J'ai un bloc de temps pour passer du temps avec mes enfants, etc. Et comme ça, mon cerveau, il sait que, ok, j'ai n'importe quoi, à 17h, tel jour, j'aurai terminé, et après, je passe du temps avec mes enfants. Alors, quand je dis passe du temps, ça veut dire soit jouer avec eux, soit faire les devoirs. C'est chiant, les devoirs. Mais bon, c'est comme ça. Et mon cerveau, il le sait qu'à 17h, du coup, ma journée elle est terminée et que je vais passer à autre chose. Mais dans mon agenda électronique, c'est pas détaillé. C'est pas détaillé, il n'y a pas d'action. Mes actions, elles sont détaillées dans mon Notion qui est prévu pour aller un peu plus en profondeur, etc. Exactement. Et moi, c'est ce que je conseille de faire. Et en tout cas, ça a très bien marché sur les personnes qui l'ont testé. Et l'agenda Semainier, en fait, ça les a, surtout pour les personnes qui ont beaucoup de rendez-vous, et ben en fait, ça a été game changer parce qu'elles voient tout de suite dans la semaine, j'ai des rendez-vous là. Qu'est-ce que je cale du coup entre les rendez-vous? Qu'est-ce que je peux caler? Et le fait d'être ça sur ton agenda papier, et tu peux le transcrire tes rendez-vous après sur ton agenda électronique parce que tout le monde, voilà. Mais en tout cas, faites ça. C'est hyper important plutôt qu'avoir un agenda hyper surchargé où vous barrez des choses en même temps et puis du coup vous zappez qu'il y a un rendez-vous, un machin. Voilà. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que à ce moment-là, si tu le transcris en version numérique, et donc dans le time blocking, on va choisir des couleurs un petit peu par type de tâches, de calendrier différents qu'on fait. Et les rendez-vous, faites-le dans une couleur qui ressort vachement du reste. Comme ça, ça le met en parallèle en fait avec le Semainier papier. Ça ressort bien et comme tu dis, surtout pour les gens qui ont énormément de rendez-vous dans la semaine. Ouais, tout à fait. Donc voilà le plan d'action pour ce deuxième changement d'habitude. On arrive au troisième changement d'habitude qui est je n'arrive pas à tenir dans la durée. Et là, je vais te laisser la main parce que tu as un super plan d'action. Ouais, ok. Et écoute, vas-y. Très bien. Alors là, pour ce point-là, donc on revient sur un petit peu la persévérance, et ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quelque chose que je trouve vraiment génial pour ancrer des habitudes dans la durée. Et du coup, je parlais donc d'un livre en introduction là, que il y en a probablement beaucoup qui l'ont lu parce que ça a été un best-seller, mais c'est Atomic Habits de James Clear. Alors je me rappelle plus du titre français du livre. Si jamais il me revient, tu peux regarder en même temps. Et donc bon, ce livre a été un vrai best-seller. C'est pas pour rien en vrai, c'est parce que il y a quand même un rien peut tout changer. Un rien peut tout changer. Voilà. C'est quand même beaucoup plus compliqué à retenir. Je trouve. Même en français, on aurait pu faire un titre quand même un peu plus efficace. Et donc en fait, il identifie un petit peu ce qu'il appelle la boucle des habitudes. Et j'ai construit un plan d'action autour de ça parce que je trouvais que c'était vachement parlant en fait pour comprendre, imager grossièrement comment fonctionne le fait d'ancrer une habitude ou d'en briser une nouvelle. Je pourrais revenir dessus après. Et donc, je vais raccorder ça un petit peu avec ce qu'on disait, la zone de flou, le fait de limiter la zone de flou. Donc, ça va être hyper important de faire un plan d'action pour savoir où est-ce qu'on va. Et du coup, en fait, quand on veut, quand on va vouloir changer une habitude, je veux dire, je vais présenter ça comme si on voulait incorporer une nouvelle habitude. Déjà, la première étape, un peu ce qu'on se disait, l'objectif. Donc de réfléchir au but, le pourquoi. Est-ce que l'utilité. Exactement, l'utilité de cette habitude. Donc
voilà, on se note, voilà, objectif, et puis on va lister un petit peu ça. Donc, je sais pas si je vais peut-être illustrer pour que ce soit plus parlant. Vas-y. Moi, je suis quelqu'un qui a souvent, je suis insomniaque depuis longtemps, on va dire. Je suis un grand insomniaque. Le sommeil, c'est souvent la première chose que je sacrifie quand j'ai besoin de plus de temps. Et donc moi, ça a pris des proportions assez grandes. Alors, on me l'a fait remarquer parce que moi, je vis très bien comme ça, puis j'encaisse bien la fatigue. Mais voilà, au point où je faisais au moins minimum 3 nuits blanches par semaine. Et puis, quand je dormais, c'était des 3 heures par nuit, quoi. Et donc, un jour, je me suis dit, je vais calculer pour m'amuser. Je vais voir combien de temps. En fait, à la base, je voulais voir combien de temps de vie je perdais. Mais j'ai pas trouvé d'études, de choses qui me disaient, qui me démontraient, ok, voilà, il y a tant d'augmentation de pourcentage de maladies quand on perd du sommeil. Par contre, j'ai estimé combien de temps de sommeil, de retard en fait, je prenais par an. Et donc les chiffres m'ont vraiment fait peur. Hein. Je suis arrivé, c'était des trucs absolument démesurés, mais je crois que je perdais des 1 ou 2 mois de sommeil. Oh la vache. C'était terrible. Et donc je me dis, je vais peut-être changer ça. Donc l'objectif, premier truc, ça va être de me dire, ok, en fait, ce que je veux, c'est retrouver un rythme de vie classique en termes de sommeil. Ça va à l'encontre, je te coupe, je fais une petite boutade, à l'encontre de ceux qui disent j'aurai le temps de dormir quand je serai mort. Ouais. Hein. Oui, totalement. Peut-être que du coup, tu vas avoir le temps beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, si tu veux pas avoir ce temps un petit peu trop rapidement, prends le temps de dormir avant. Voilà. Ouais. Et alors du coup, l'objectif, c'était de retrouver un rythme de vie classique en termes de sommeil. Si je m'arrêtais là, ça suffit pas. Donc en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça voulait déjà dire dormir 6 heures minimum par nuit. Et du coup, voilà, je pars pas de suite à me dire, ok, on dit qu'il faut dormir 8 heures, faut que je dorme 8 heures. Quand tu dors 3 heures par nuit, dormir 6 heures par nuit, ça double le temps de sommeil. C'est déjà pas mal. Donc, choisis un objectif et on n'est pas obligé d'aller à l'objectif maximal de suite. Faut être cohérent par rapport à ce qu'on fait actuellement. Est-ce qu'on peut tenir ? Si tu fais jamais de sport, dis pas je vais faire 1 heure de sport par jour. Non, fais 5-10 minutes déjà. Exactement. Mais fais-le tous les jours. Exactement. Voilà. Donc, c'est les effets cumulés en fait. Et il y en a beaucoup qui vont dire mais les effets cumulés, c'est 10 minutes de sport, ça sert à rien. Non mais 10 minutes plus 10 minutes plus 10 minutes à la fin de la semaine, t'as 70 minutes. Si la semaine d'après tu augmentes juste de 5 minutes, ça fait 15 minutes x 7 et ainsi de suite. Exactement. Et à la fin de l'année, c'est absolument drastique. Je pense que tu pourras revenir sur les effets cumulés juste derrière. Parce que je pense que ça clôturera bien c'est le dernier gros point important. Alors du coup, pour préciser un peu ces objectifs, je me suis dit, ok, je vais dormir 6 heures minimum par nuit. Je vais me coucher avant 1 heure du matin. Alors peut-être que pour beaucoup, c'est pas énorme, mais pour moi, pareil. Hein, moi, je me couchais jamais avant 4 heures, 4 heures et demie. Donc c'était colossal. Et puis, me lever avant 8 heures. Donc ça, c'est cohérent avec l'heure de coucher parce que il m'arrivait de me lever tôt. Le problème, c'est que du coup, je dormais 2 heures en fait. Donc c'était un ensemble. Et puis le bonus, c'était de réduire le nombre de nuits blanches par semaine. Et ton utilité à toi, c'était quoi ? C'était quoi ton but ? Santé ? Alors mon but, c'était vraiment pour la santé. C'était la première étape dans mes objectifs un petit peu. J'avais envie d'avoir une vie un peu plus saine parce que je me suis dit c'est tout ce que je fais, c'est bien beau d'essayer de penser voilà je veux faire ça pour atteindre certains objectifs de vie. Mais si ma vie se termine beaucoup plus tôt que prévu, déjà que voilà, je fume, je suis pas le mec qui a l'hygiène de vie la plus saine du monde. Et donc il y avait différentes étapes. Et donc redormir. Et puis moi c'est vraiment dans l'entourage qu'on a tiré la sonnette d'alarme. Pendant longtemps on l'a tiré et je m'en rendais vraiment pas compte. Et c'est quand j'ai fait le calcul de la dette de sommeil en gros que je prenais, que j'ai pris une gifle dans la gueule, que j'ai consommé un peu de contenu, que j'ai regardé voilà les risques et puis la perte que ça avait et que je me rendais probablement pas compte, mais je me suis dit je vais essayer. C'était un petit peu un test. Je voyais de partout, ok, voilà, quand tu dors pas, ce qui se passe. Et donc je me dis je vais essayer de dormir plus pour voir si je suis plus efficace. Spoiler alerte, oui. Même alors que je suis quelqu'un qui gère très bien la fatigue.
du coup, voilà, je suis parti de ça. Donc, vous voyez l'important, je te coupe, excuse-moi encore une fois, mais l'importance du but et de l'utilité. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas convaincu de vouloir changer, ou si vous n'êtes pas persuadé plutôt de vous dire, OK, ce que je vais faire, ça va vraiment être utile pour moi, ça ne marchera pas. Ouais. Ça ne marchera pas. Oui, exactement. Il faut vraiment qu'on le percute à un moment, parce que moi, j'ai vraiment eu le déclic à un moment là avec le sommeil. Par exemple, je fume encore à l'heure actuelle. Pourtant, je sais que c'est pas bon. Voilà. On me le répète tout le temps. Voilà, exactement. Voilà. Et pourtant, là, dès qu'on va terminer ce podcast, je vais me craquer une clope. Donc voilà, il faut l'utilité pour soi, vraiment que ça vienne de l'intérieur, que ce soit intrinsèque. Et ne pas vouloir à la fois arrêter de fumer, par exemple, si je prends ton cas, et en même temps gagner du sommeil, tu vois. Parce que là, ça fait 2 habitudes énormes à changer, qui sont très très compliquées. Ouais, totalement. D'ailleurs, ça j'ai d'abord réimplémenté ça avant de me refaire un plan d'action pour être très carré sur le sport, parce que c'est une période où le sport sautait aussi. Et donc, une fois que j'ai commencé, en vrai, au bout de 2 mois, je pense, j'ai dit, OK, là, je commence à être à l'aise avec ça, et je refais en fait le même plan d'action. Là, je l'illustre avec ce concept-là pour donner des exemples, et parce que je pense que c'est quelque chose qui va pas toucher tout le monde, ce rythme de sommeil-là. Pour l'avoir vu autour de moi, les gens se disent non, mais c'est pas possible. Donc, c'est assez loin pour que vous puissiez vous-même faire votre introspection sur un autre sujet. Mais ça permet quand même d'illustrer. Tout à fait. Donc, du coup, j'avais cet objectif. Derrière, j'ai découlé des étapes pour les habitudes à adopter, parce que partant de là, je vais pas me dire OK, c'est parti, je me couche à 23h et je me lève à 6h du matin. Non. Non, ça ne marche pas comme ça la vie. Quand tu te couches à 4h30 tous les jours et que tu fais 3 nuits blanches par semaine, c'est pas du jour au lendemain. Donc déjà, l'étape 1, c'était OK. Je vais me coucher avant 1h. Voilà, 1h, c'est vraiment ma deadline. Donc je me suis mis minuit et demi, moi, parce que il fallait un KPI précis, et je me suis... Minuit et demi, t'es dans ton lit. Voilà, c'est ça, exactement, c'est pas je dors. Minuit et demi, je suis allongé dans le lit. Et du coup, voilà, je vais me lever à 7h30, 7 heures de sommeil, donc je gonfle un peu par rapport à l'objectif que j'ai prévu. Ça permet d'encaisser un petit peu voilà. Parce que c'est minuit et demi, je suis dans le lit et pas je dors. Quand on enlève un petit peu du temps, je vais retomber sur du 6 heures de sommeil. Et puis, quelles sont les étapes d'après? Donc, première étape, ça va être ça. Puis après, ça va être coucher minuit. Et puis, lever 7 heures, par exemple, où je peux garder la même heure de lever. Et puis, ça peut être une seconde étape. Puis, coucher 23h30. Puis, 23h. Et en vrai, le jour où j'arrive à être régulier à me coucher à 23h, j'ai déjà fait un énorme pas. Et je verrai si j'ai toujours envie de me coucher plus tôt. Parce que j'ai peut-être pas besoin non plus de ça, si ça m'aide à retrouver un sommeil. Ensuite, j'ai fait une réflexion sur l'identité. Et ça, c'est très important dans le plan d'action. C'est un point que James Clear soulève un peu dans Atomic Habits. Et c'est un point auquel on va pas forcément penser. Autant quand on va parler de la boucle des habitudes, je trouve que ça peut paraître assez logique sur le fonctionnement. Autant l'identité, c'est pas le point auquel on pense le plus. Et alors, changer l'identité, c'est parce qu'en fait, on va s'identifier à quelque chose. Par exemple, moi, je m'identifie comme un couche-tard, mais depuis toujours. Donc, de vouloir me coucher tôt, ça va rentrer en conflit avec la manière dont, pour moi, au fond de moi, je m'identifie. Ça va être beaucoup plus dur d'implémenter cette habitude. Pour un fumeur, je prends des exemples qui me parlent du coup. Ouais, bien sûr. Mais pour un fumeur, par exemple, qui se dit, OK, j'ai envie d'arrêter de fumer, outre le plan d'action, etc. Tu vas dire, OK, vas-y, je fume pas aujourd'hui. Et donc, tu prends pas de clope avec toi, etc. Et puis, tu te poses, tu bois un café avec un collègue ou quoi, et il te propose une clope. Et si tu t'identifies comme un fumeur, tu vas plus facilement te dire oui, allez. Tu vas te dire ouais, allez, une petite. Changer son identité, ce serait se dire, alors que t'es toujours fumeur, te dire je suis non fumeur. Au début, forcément, t'y crois pas. Tu vas juste commencer à le dire. Mais quand on va te proposer une clope, tu vas dire non, je fume pas. Je suis non fumeur maintenant. Alors, un peu quelqu'un qui te connaît bien va dire tu déconnes, etc. Allez, une petite. Mais en fait, au début, c'est forcé, sauf que en fait, on va matraquer le cerveau avec ça. Et à force de se le dire, le cerveau, il va commencer ça va créer une dissonance. Il va commencer à se dire allez, est-ce que finalement je suis pas un peu non fumeur? En fait, de dire non, je suis non fumeur, ça va déjà empêcher les excuses de l'autre de dire prends-en une. Ça va nous forcer nous-mêmes à modifier un petit peu le fondement de notre pensée.
Et de fil en aiguille, en fait, ça va vraiment aider à faciliter l'ancrage de l'habitude. Tout à fait. Ouais, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ouais, non, en fait, ça me fait penser à faire des liens avec ce qu'on appelle la pyramide de Diels. Je sais pas si tu connais. Non. J'en ai la pyramide de Maslow, mais. Ouais, bon, alors, c'est une autre pyramide. On utilise beaucoup en coaching quand justement il y a des peurs, ou il peut y avoir aussi des addictions et ce genre de choses-là. Et en fait, quand on a des croyances, par exemple, je suis fumeur, c'est une croyance, et qu'on veut changer cette croyance-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse sur l'identité. Ah bah, du coup, ouais. Et si j'agis sur l'identité, derrière, quand je vais vouloir changer mon identité, bah, je vais agir sur ma mission de vie, ou le sens de ce qu'on veut faire pour changer cette habitude. Et c'est exactement ça. Et ça permet de tout raccorder. Exactement. Ok, bah intéressant. Bah j'irai creuser ça du coup juste après ce podcast, et je vous invite à le faire aussi. Donc voilà. Une fois que ces étapes préliminaires un petit peu sont faites, donc objectif, on découle un petit peu les étapes de l'objectif et l'identité. Donc pour moi, l'identité, c'était juste d'écrire. Bah moi qui m'identifie comme un couche-tard, comment je dois m'identifier? Bah j'ai un rythme diurne en fait. Je suis un mec qui se couche avant minuit. Je suis un couche-tôt en fait. Voilà. Et en fait c'est en fait je suis un couche-tôt. Voilà. Et c'est franchement au début j'y croyais pas du tout même quand je le disais. Hein. Mais vous verrez, essayez de le faire. Ça aide vraiment. Ça force, ça facilite l'ancrage de l'habitude. Une fois que ça c'est fait, on va mettre en place le plan d'action concret pour les habitudes. Et donc là, je vais résumer rapidement, en fait, ce qu'est la boucle des habitudes. En fait, quand on veut incorporer une habitude, ça va passer par 4 étapes. Tout d'abord, on va avoir le déclencheur. Le déclencheur, c'est vraiment le signal qui va initier le comportement. Donc, le signal sensoriel, hein. Ça peut être quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on entend, quelque chose qu'on touche, enfin, peu importe la perception par laquelle ça passe, mais c'est ce qui déclenche l'action, le comportement. Ensuite, il y a l'envie. Alors, l'envie, c'est la motivation qu'il y a derrière chaque habitude. On revient à l'utilité, à ce qu'on disait, le pourquoi. Mais en gros, il faut qu'on ait envie vraiment de mettre en place cette habitude. Troisième étape, c'est la réponse. Donc, c'est vraiment l'action en elle-même, c'est l'habitude qu'on incorpore et qu'on met en place. Et du coup, c'est la réponse vraiment au déclencheur motivé par l'envie, en gros. Et puis, dernière étape, c'est la récompense. Une fois qu'on a effectué l'action, boum, quelle est la récompense de cette action pour valoriser, en fait, tout ce qu'on vient de faire et pour que le cerveau se dise « Hey, c'était cool ça, et si on recommençait ?» Au lieu qu'il se dise, comme tu disais tout à l'heure, ouais, en vrai, c'est un peu chiant, hein. Est-ce qu'on fait pas comme avant, tu vois? Et ensuite, ça va recommencer. Donc, ça va pas recommencer juste derrière, mais à chaque fois qu'on va pratiquer l'habitude, c'est ce qui va se passer. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Et donc, à chacun de ces paramètres de la boucle, on va pouvoir agir d'une certaine manière pour faciliter l'ancrage de l'habitude. Donc, la première étape, par rapport au déclencheur, vu que c'est un signal qui va initier le comportement, ce qu'on va se dire, c'est on va rendre l'habitude évidente, tout simplement. Donc, ça peut passer par des indices visuels, quelque chose qu'on voit et qui va nous rappeler de faire l'habitude. Ça peut être une musique, ça peut être peu importe ce que ça va être. Moi, par exemple, dans le cas où je devais aller au lit, je me suis dit, ok, je vais faire passer ça par des indices visuels. Donc, chez moi, j'ai des... T'as mis des flèches alors, ça à 23h, ça aurait pu être comme les avions, les lumières s'éteignent, t'as la sortie de secours. Alors, pas loin, en indice visuel, moi, chez moi, j'ai des éclairages Philips Hue, avec pas mal d'automatisation, machin, voilà. Et du coup, en fait, j'ai fait une automatisation pour dire, ok, en fait, 30 minutes avant l'heure prévue où je dois aller dans le lit, l'ambiance lumineuse change. C'est très très puissant, ça. Ouais. C'est très très Alors, puissant. ça, c'était incroyable parce que, en fait, forcément que j'y pense pas. J'ai l'habitude de me coucher à 4h30 du mat. Donc, j'ai fait en sorte que, toute l'ambiance lumineuse, quand je suis justement dans le salon, change et donc ça changeait l'ambiance lumineuse et ça diminuait progressivement pendant 30 minutes la luminosité jusqu'à s'éteindre. À l'inverse, dans ma chambre, ça allumait progressivement pendant 30 minutes pour fluidifier un peu la transition. Et du coup, ce que j'ai fait
en plus de ça, mais là plus pour le réveil, c'est que je les ai paramétrés pour qu'elles s'allument, genre pour simuler une lumière naturelle un petit peu. Ouais, dans la chambre pour faciliter un petit peu le réveil. Donc ça, c'était vraiment pour ce qui était indice visuel. Quelque chose de très puissant aussi pour rendre une habitude évidente, ça va être l'empilement des habitudes. Je l'ai vaguement évoqué tout à l'heure avec le lavage de dents, mais ça va être de calquer la nouvelle habitude qu'on va faire sur une qui existe déjà. Ouais. Et donc pour moi, c'est passé justement par ça. Donc il y a eu, ok, bon, quand l'ambiance lumineuse change, première étape du déclencheur, eh ben ça veut pas dire que je vais aller me coucher de suite. Par contre, ça veut dire, ok, va te laver les dents. C'était le moment où j'y allais, parce que du coup, forcément, je mangeais tard. Des fois, je mangeais pendant que je bossais. Donc, voilà. Donc, l'ambiance lumineuse change. Ok, je vais à la salle de bain, je me lave les dents, je me débarbouille, etc. Et derrière, je ne retourne pas dans le salon. Je vais directement me poser dans le lit. Et comme ça, bah, j'empilais l'habitude d'aller dans le lit avec quelque chose qui était déjà bien incorporé. Ça veut pas dire que je dors tout de suite, mais au moins, je suis déjà dans mon lit. Et voilà, j'ai enclenché un bon truc. Et puis la dernière étape, ça va être d'aménager l'environnement. En fait, il faut que l'environnement soit quand même assez agréable. Ça peut raccorder un petit peu avec l'envie, etc. Tout à fait. L'environnement va être important. Et du coup, dans la chambre, il fallait une ambiance lumineuse agréable. Qui te donne envie en fait d'aller dans la chambre. Exactement. Et de dire, ok, je vais me coucher. Ouais. C'est-à-dire que si à ce moment-là, je sais pas, t'as une connerie, mais ta chambre, tu sais, c'est un peu le sou, ouais. T'es pas à l'aise dans ton lit ou t'aimes pas ton matelas, ça va pas aider le fait d'aller au lit, tu vois. Alors que si tous les petits facteurs font que tu te sens bien dans ta chambre, bah du coup, ça va faciliter. Donc là, encore une fois, j'illustre par rapport à cet exemple-là. Donc ça, c'est vraiment pour la première étape. On rend l'habitude évidente pour que le déclencheur soit automatique. Derrière, pour l'envie, il va falloir rendre l'habitude attractive. Il faut qu'on ait envie de la faire. Et du coup, pour ça, un truc qui est pas mal, c'est d'associer l'habitude à une activité qui est plaisante. Donc ça peut être n'importe quoi. Moi, dans mon cas, il y a quelque chose que j'aime bien faire et que je prenais plus le temps de faire, en fait. C'est de regarder des animés de manga. En fait, ça fait une éternité, j'étais à la bourre sur tout, je prenais plus le temps de le faire. et donc, je me suis servi de ça. Je me suis dit, quand je vais me poser dans mon lit, là, ce que je fais, je me regarde un épisode. Alors, je conscientise le truc, je me laisse pas, je binge-watch pas, je suis pas à me perdre non plus pendant des heures, mais je m'accorde un épisode d'un anime, peu importe. Et du coup, ça me donnait envie aussi, parce qu'il y avait ce moment où, quand l'ambiance lumineuse changeait, au bout de quelques jours, j'étais en mode, je vais enfin voir la suite. Parce que forcément, quand je termine mon anime, il y a un peu de suspense, je suis en mode, je veux savoir la suite. Je verrai demain. Et du coup, ça valorise l'envie parce que je savais que c'était le moment où j'allais me poser et c'était un vrai moment plaisir, en fait, dans la journée. Ça peut être ça, mais ça peut être d'autres choses. Hein. Ça aurait pu être lire de la fiction parce qu'on prend peu le temps d'en lire. Ça peut être, peu importe. Idéalement, il faut quand même que ce soit pas contre-productif avec l'habitude. Ouais. Ça, je vais en reparler avec la récompense. Donc voilà. Et puis, pour rendre l'habitude attractive, on peut jouer sur l'influence sociale. Le fait, par exemple, si c'est quelque chose qui est valorisé par les autres, où on peut prendre quelqu'un à témoin, en fait, pour dire, je fais ça pour qu'il nous aide à nous motiver. Donc, pour moi, c'est pas ce qui est primordial. Mais en fait, j'ai vu en parlant en fait de ce plan d'action que ça a aidé pas mal de gens. Donc, c'est pour ça que je le place là quand même. L'influence sociale peut jouer pour beaucoup là-dedans. Donc c'est sûr. Ouais, donc vous pouvez prendre quelqu'un à témoin ou ça peut-être partir de quelqu'un. Moi par exemple, mine de rien dans mon cas, dans mes proches, il y avait ma copine qui pour elle c'était quand même pas du tout mon rythme de vie, c'était pesant pour elle et en fait avec le temps ça a même commencé à la dérégler. Et du coup, en fait, il y avait ce moment où, je l'ai prise à témoin, j'ai dit, tu sais quoi, ça y est, je vais changer mon habitude. Et donc, je te prends à témoin, et puis voilà, aide-moi si tu vois que j'ai des petits moments de faiblesse. Donc, ça va. Kevin, c'est 23h! Allez, go! Tu fais quoi? Alors là, ça aurait été terrible. Ça aurait été terrible. Là, je crois que j'aurais abandonné immédiatement. Non, mais, vas-y, j'ai changé d'avis. Donc voilà.
Troisième point, parce que bon, je me rends compte, ça prend du temps quand même d'expliquer tout ça. Et le but, c'est d'être efficace. Pour la réponse, ça va être simple, c'est rendre l'habitude facile. Et pour rendre l'habitude facile, donc le fait d'aller se coucher, là par exemple dans mon cas, on va réduire les éléments de friction. Donc on va se poser la question, est-ce qu'il y a des obstacles physiques à faire cette habitude? Alors là, dans mon cas par exemple, il n'y en avait pas, mais ça peut être pour quelqu'un qui voudrait faire du sport, qui se dit, ok, je vais aller faire du sport tous les matins en me levant. Prépare tes vêtements de sport la veille avant de te coucher, tu les poses à côté. Et quand tu démarres ta journée, la première chose que tu vas faire, c'est pas de dire je vais faire du sport. Ouais. Non, enfile ta tenue de sport. Exactement. Et fais un truc que t'aimes. Je sais pas, fais-toi un jus d'orange, que sais-je. Mais t'as déjà réduit la friction parce qu'au moment d'aller faire ta séance, tu seras déjà en tenue. Et tu vas pas dire ah ouais, mais attends, il faut que ils sont mes fringues de sport, il faut que. Non. Ça, clarté. Et tu conditionnes le cerveau en disant j'ai préparé mes fringues la veille, c'est que demain je vais faire du sport. Donc quand tu te réveilles, il va pas se dire oh non, il faut faire du sport. Il sait qu'il faut faire du sport. Exactement, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le fait de prévoir avant. La veille. Donc on va réduire la friction et donc par exemple les obstacles physiques, les obstacles émotionnels. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Moi je sais que dans mon cas il y a eu le rater le réveil quand j'ai un événement ou un rendez-vous tôt. Parce que j'ai un sommeil béton armé, rien ne me réveille. Donc moi il y avait ce truc de je sais que en fait quand je dormais peu, je pense que j'étais plus fragile au niveau du sommeil, que je me réveillais plus avec de la pression et du coup vite que là à faire des grosses nuits, plus je dors moi plus le sommeil est lourd. Hein. Donc ok, est-ce qu'il y a des obstacles mentaux? Oui. Comment lutter contre? Voilà, et on va creuser un peu ce point-là. Voilà pour le principe derrière, c'est vraiment de réduire au maximum tout ce qu'il peut y avoir en friction. Un petit truc aussi pour la rendre plus facile, c'est de prévoir en amont la flexibilité un petit peu. De se dire ok, si ça foire, comment j'agis? Ouais. Là pour l'exemple du sport, ok, il y a un jour où tu peux vraiment pas faire ton sport. Comment tu compenses? Si tu le sais en avance, par exemple, que tu peux pas faire ta séance, peut-être échange ton jour de repos. Voilà. Tu vois, pour le faire très bien, à ce moment-là. En soi, c'est pas dramatique de rater une fois. C'est pas figé dans le marbre. Voilà, c'est ça. Mais juste de réfléchir en amont pour savoir comment on rebondit. Ouais. Ça peut être de se dire, ok, cette semaine, j'ai pas le choix, je vais rater un jour. Mais je vais veiller à pas rater 2 jours de suite. Voilà. Ouais. Et ça, primordial, quand on implémente une nouvelle habitude, on rate jamais 2 jours de suite. On peut faire une erreur, on peut se planter. Il peut y avoir X raisons qui fait qu'on n'y arrive pas une journée. Dans ce cas, le lendemain, il faut absolument le faire. Exactement. Parce qu'il n'y a pas mieux pour casser une habitude. Voilà, donc c'est un peu la règle des 2 jours, ça. Voilà. Et ce sera dur, peut-être. Ouais. Ce sera dur. Ok. Et si votre cerveau vous emmerde, vous l'emmerdez encore plus. Tu dis non, mon gars. Ouais. Non. On a une habitude, on va le faire ensemble. Ouais, exactement. Et plus le temps va passer, moins ça va être dur. Donc voilà, bien réfléchir à la flexibilité. Moi, par exemple, je sais que je me suis dit, si exceptionnellement je dois vraiment travailler tard ou si j'ai un imprévu qui fait que je dépasse l'heure de coucher prévue, le lendemain, je me coucherai plus tôt. Je vais me punir, entre guillemets, en me couchant du coup plus tôt. Ce qui déjà m'a permis de me dire, parce que sinon j'aurais été sujet à ouais, mais attends, je peux bosser encore un peu plus tard. Non, parce que je sais que demain, je vais devoir me coucher encore plus tôt, que ça va être plus dur. Donc du coup, j'arrêtais plus facilement. Et puis c'est passé aussi par moi j'avais beaucoup ce truc de c'est déjà 2h30 du matin, est-ce que vraiment ça vaut le coup de dormir? C'est terrible ça. Ouais, et en fait ça a été insidieux, hein, ça a commencé c'est 4h30, est-ce que vraiment ça vaut le coup de dormir? Sauf que à la fin moi c'était 1h30 du mat et j'étais en mode est-ce que vraiment ça vaut le coup de dormir? J'ai envie de me lever tôt demain et je vais bosser toute la nuit. Complètement con rétrospectivement comme réflexion. Donc ça a été de se dire ok, ça je sais que je le ferai plus, et même si c'est 5h du mat parce que j'ai veillé tard ou qu'il y a eu un imprévu, je dors quand même. Et tant pis, ma journée du lendemain elle sera impactée de telle et telle manière, mais tant pis. Et puis pour la dernière étape, la récompense, rendre l'habitude satisfaisante. Donc on va se récompenser avec. Et donc on va se donner une petite récompense immédiate, hein, pour valoriser ce qu'on vient de faire. En gros, le but là derrière, le cerveau il est vraiment primaire. Hein. Si la première fois les premières fois, vous mettez en place une habitude où vous faites une action, il trouve ça cool.
et ben il va beaucoup plus facilement se dire la prochaine fois que vous allez vouloir le faire, c'était pas mal la dernière fois, c'est pas mal, pas. Exactement. Ouais. Plutôt que se dire c'est chiant. Et donc on va se récompenser. Donc donc j'ai acheté une maison. Voilà. Voilà, j'ai acheté une maison. Et à chaque fois que tu te couches tôt, tu t'achètes des draps en satin, en coton égyptien, tu vois. Donc voilà, rendre l'habitude satisfaisante. Alors là, juste attention avec ça. Il y a plein de manières de se récompenser. Là, c'est votre imagination qui va faire la diff. Idéalement, c'est bien si c'est pas complètement contre-productif. Par exemple, tu veux faire du sport. Ça, attention, je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis. Tu veux faire du sport, te récompenser en te tapant un quart d'un pot de Nutella, c'est peut-être pas ce qu'il y a idéal. Voilà. Ouais, je pense que tu peux trouver une récompense qui va être plus en accord avec ton habitude. Voilà. Je pense que c'était important quand même. Donc voilà. Et prévoir 2 à 3 récompenses différentes. Parce que si c'est toujours la même, le cerveau s'habitue. Ça va se lasser. Voilà. Et en fait, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait, il est content. Voilà. Alors, changez pas de partenaire à chaque fois si si vous êtes en couple depuis longtemps, dites attends, et on a dit qu'il fallait attends, dans OBT, ils ont dit ça. Non, c'est pas du tout le propos. Mais le cerveau aime la nouveauté en fait. Voilà. Et du coup, ça va lui faire un mini shot de dopamine, puis dès qu'il l'a fait quelques fois, il se dit ouais non mais c'était sympa mais j'en ai un peu marre là. Donc prévoyez 2 à 3 récompenses différentes et puis comme ça variez d'un jour à l'autre pour qu'il s'habitue moins vite. Donc voilà pour le cycle des habitudes et comment mettre tout ça en place. Dans les derniers points un petit peu importants pour du plan d'action, c'est bien penser à faire une progression lente. Voilà, à le faire étape par étape et à augmenter la difficulté de l'habitude. Je vais encore faire un parallèle avec le sport, mais je trouve que c'est très pratique pour imaginer des choses. Si t'es pas capable de monter une pompe, tu vas le faire progressif et tu vas pas te dire ok j'y arrive pas mais je vais quand même essayer de monter une pompe tous les jours. Non, tu vas faire une pompe sur les genoux. Ouais. Voilà. Et voilà, fais-les déjà bien. Et puis, plus tu vas y arriver, plus tu vas faire des pompes correctement, puis peut-être après, tu pourras passer aux pompes claquées, et puis à faire des pompes en équilibre si t'es vraiment chaud. Exactement. Et en plus, l'avantage si on parle du sport, c'est que le corps, il a une mémoire musculaire. Donc, même si au départ, vous n'arrivez pas à faire la pompe tout de suite, vous êtes sur les genoux, etc., il va enregistrer le mouvement musculaire. Et quand vous allez passer sur des vraies pompes, il va déjà avoir enregistré ça et donc ça va être beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, si à un moment donné vous devez monter à 6 pompes par exemple, vous en faites 5 et vous dites 6 c'est dur, vous en faites 3 ou 4 sur les genoux à la suite et derrière je vous assure que vous allez faire les 6 sans problème. Ouais, exactement. Moi je sais que c'est ce que je mets en place là par exemple, je rattaque du sport au poids de corps. J'ai pris un sacré coup dans la gueule quand j'ai vu que j'arrivais plus à faire des tractions alors qu'avant j'alignais plusieurs séries. Et donc, c'est pas à 2 tractions j'arrive plus, je m'arrête. Non, en fait, je vais faire si l'objectif par exemple c'est de faire 10 tractions à la suite et que je lâche à 2, je lâche à 2, derrière je fais quoi? Je vais faire des tractions australiennes. Ouais. Donc voilà, c'est une variante un peu plus facile de la traction et je vais compléter avec ça. Et en fait, en faisant comme ça, on se rend compte qu'on progresse très vite. Exactement. Ouais. Et donc maintenant, on va faire un cours sur la prépa physique. Alors, parce que cet épisode n'est pas du tout assez long. Et donc voilà. Et le dernier point, c'est le suivi. Mettre en place un système de tracking numérique, papier, on s'en fout. Prenez juste des notes sur l'habitude que vous mettez en place. À quel point ça a été difficile, à quel point vous avez réussi, à quel point vous avez raté. Sans se juger. Le but, c'est pas de se flageller. C'est juste de garder une trace pour savoir comment on avance. Un truc tout bête, mais ça peut être de se faire vous prenez un calendrier papier avec les jours du mois là, vous faites une grosse croix dessus. Et en fait, ce cliché-là, en fait, il vient pas de nulle part parce que il y a un côté satisfaisant et quand on voit réellement l'avancement, par exemple, ça fait 13 jours que vous avez commencé une habitude, vous allez être beaucoup moins enclin à faire sauter le 14e jour. Parce que vous allez vous dire putain, j'ai déjà fait tout ça. Exactement. Voilà. Et c'est très très puissant. Exactement. Et vu qu'on y va progressif et qu'on se dit je vais déjà le faire pendant 30 jours par exemple et voir ce que ça donne, parce que de se dire ok, je vais changer ça pour toute ma vie. On est d'accord. Voilà. C'est pas tangible. Ouais, exactement. Donc déjà 30 jours,
14 jours, on se dit, je suis quasiment à la moitié. Est-ce que c'est pas con de me rater maintenant? Allez, je tiens au moins 30 jours. Et quand on a déjà fait 30 jours, ça va être beaucoup plus facile de faire 2 mois, puis 6 mois, et puis de garder cette habitude. Donc voilà, sur le plan global, j'espère que ça a été clair, parce que c'était quand même un peu long. J'espère que ça éclaircit un petit peu comment faire. Si jamais on peut mettre des ressources sous le podcast, je regarderai, j'incorporerai un espèce de petit modèle super, ce serait top, ça. de ce plan d'action. En gros, si je résume, et en plus du coup, ça ressemble beaucoup à cette pyramide de deals ou qu'on appelle niveau logique en programmation neurolinguistique, en PNL. C'est en gros, tu vas agir sur ton environnement, t'as l'environnement, tu vas agir sur ton comportement, quoi faire, etc. Ensuite, tu vas agir sur tes capacités, c'est comment le faire. Et ensuite, sur tes croyances, où tu vas instaurer je suis un couche-tôt, etc. Et ensuite, ça va influer sur ton identité à toi et qui va influer sur ton but en fait, ton but final. Ton but ultime. Exactement. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça, avec en plus tous ces systèmes de récompense, ces systèmes qui vont donner envie de passer à l'action. Tout à fait. Donc ça c'est top, super. Merci pour ce plan d'action. J'espère que ça pourra aider. Alors même si c'est vrai que de pas l'avoir sous les yeux, c'est peut-être un peu moins visuel. On va essayer de mettre ça en ressources. Mais au pire, mettez pause à chaque étape et notez juste, objectif, étape, identité. Et puis rendre l'habitude évidente. Qu'est-ce que je fais, etc. Pour vous aider à le faire. Et puis voilà, je peux te laisser enchaîner. Mais écoute, on va pas tarder, je pense, à clôturer le podcast. On va juste simplement parler de l'effet cumulé, c'est-à-dire que depuis le début, on vous dit vous devez en tout cas faire le plus possible de micro-actions, des petits pas, parce que c'est ce qui permettra de réussir vos changements de mauvaises habitudes. Il vaut mieux faire, n'importe quoi, 5 pompes par jour au départ, puis après augmenter à 6, puis à 7, puis à 8, parce qu'en fait, ça va vous donner de la constance, et cet effet cumulé va vous permettre, si vous arrivez à n'importe quoi, à 10 pompes par jour, et ça vous fera 2100 pompes par mois. Mmh. Oui, exactement. Et comme ça, il y en a qui vont dire, il va y avoir des obstacles sur l'effet cumulé, je sais très bien. Je les connais, les drivers, le soit fort, le soit parfait, le faire plaisir, le fait des efforts, etc. Le parfait, qu'est-ce qu'il va dire? Le soit parfait va dire, oh mais c'est bon, 5 minutes de pompe ou 5 minutes de méditation ou juste 2 pompes par jour, c'est pas suffisant, ça marchera pas, c'est pas assez bien, etc. Donc vraiment, si vous avez ce profil-là, si vous pensez à ça en disant, ils sont bien gentils, la petite étape, le machin, je vais ma lumière, le truc et tout. Non, ça fonctionne sur la durée. Donc, apprendre que faire petit mais régulièrement, c'est plus efficace que viser une perfection qui va être irréaliste et qui finira par vous paralyser. Et si on reprend toujours cet exemple du sport, le mec qui fait pas de sport, qui d'un coup se dit je vais faire 15 heures de sport par semaine, c'est sûr que le gars il tiendra même pas la semaine. C'est sûr. Ouais, exactement. Donc là pour ce truc des effets cumulés là, un autre exemple que j'ai souvent utilisé, parce que ça c'est une problématique qu'on m'a souvent remonté sur le perso, c'est se mettre à lire. Et commence par une page. Mais bien sûr. Et puis une page, et puis le lendemain tu peux lire une page pendant une semaine, et puis la semaine d'après augmenter et dire ok, je vais lire 2 pages. Mais juste si on compte pas d'augmentation, parce que c'est vrai qu'avec les effets cumulés, il y a aussi d'augmenter d'1% par jour, qui rend ça encore plus puissant. Mais exactement. Juste si quelqu'un qui lit par exemple 10 pages par jour, ça fait 3650 pages par an. On est sur 12 à 15 bouquins par an. Non, mais c'est pour ça. C'est plus d'un livre par mois. 10 pages par jour, c'est plus d'un livre par mois. Alors, ça peut être moins que ça, peu importe. Mais si 10 pages par jour, c'est plus d'un livre par mois, avec 5 pages, tu lis déjà un livre tous les 2 mois. C'est ça. Et ainsi de suite. Donc, ça montre à quel point c'est hyper important. Et en plus, ça permet aussi d'automatiser les choses. Ça permet d'ancrer les notions, et notamment par exemple si on va plus loin dans la mémorisation, quand si vous avez des enfants qui ont des devoirs à préparer ou ce genre de choses là, c'est mieux de faire petit chaque jour que réviser pendant 2 heures
à la suite pour une prochaine interro, etc. Exactement. Parce qu'en fait, il y aura rien qui sera acquis, il y aura rien qui sera mémorisé. Ouais. Mais ça a été prouvé scientifiquement. Donc je pense que on pourra faire à l'occasion un épisode sur la mémoire, parce que je pense que ça peut être intéressant. Le tout, c'est toujours de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et voilà, exactement. Ouais. Donc voilà, donc vous aurez des obstacles. Forcément, il y en a qui vont dire, de toute façon, moi, je peux m'en sortir tout seul, machin. Les petites astuces, c'est pour les faibles. C'est le pilote un peu soit fort. Donc, si vous êtes dans cette situation-là, non. Intégrez simplement que des micro-changements, c'est pas une faiblesse en vrai. C'est juste une stratégie. C'est pas parce qu'on va dire, ouais, de toute façon, les mecs, ça va être comme ça. Ah, mais tu fais juste un repas sur 2, mais ça sert à rien. De toute façon, faut bien mourir de quelque chose. Hein. Enfin, tu vois, voilà, le genre de truc là. Voilà, vous allez être confronté à ça. Donc non, c'est pas une faiblesse de faire des micro-changements. Donc c'est pareil quand vous êtes dans le faire plaisir où j'ai pas le temps, etc. Si, accordez-vous même 5 minutes, 10 minutes pour vous. Déjà, juste ça, 10 minutes chaque jour, ça vous fait 70 minutes à la fin de la semaine. Chose que avant vous n'aviez même pas. Donc voilà, l'effet cumulé, faut pas le prendre à la légère. Je sais qu'on entend parler, c'est la mode, etc. Mais c'est vraiment exponentiel. Et ça marche vraiment. Et c'est la seule solution, c'est la seule chose qui existe pour tenir sur la durée. Si je reprends, si je vois Inox Tag là, qui a fait son Everest, qu'est-ce qui se passe? Il a pas dit je monte l'Everest du premier coup. Non. Le mec, il s'est préparé avant, il a fait des cascades de glace, il est allé à Chamonix, il a monté d'autres sommets, etc. Après, il arrive au Népal. Bon, bah, il faut s'acclimatiser. Il faut s'acclimatiser ou s'acclimater? S'acclimater, putain. C'est bien, je te donne la solution qui n'est pas la bonne. Voilà, qui n'est pas la bonne. Il faut s'acclimater. Donc, c'est pareil, ça a un certain laps de temps. Après, ben, quand tu t'attaques l'Everest, eh ben, t'as un premier camp de base, puis tu t'y vas pas. Étapes. T'es cumulé. C'est toujours pareil. Et ça, tu le fais, si l'Everest, ça vous donne une bonne image, c'est ça pour tout le temps. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez changer une habitude, c'est l'Everest que vous faites. Pour votre cerveau, c'est oh putain. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, si vous y allez d'un coup, c'est mort. Alors, en plus, l'exemple que tu as pris est plutôt bon parce que Inox, qui par exemple explique que lui, c'est pas du tout son truc à la base de la montagne. En plus. Non seulement, donc, il y a toute cette prépa pour l'Everest, etc. Mais en fait, il a continué derrière. Là, j'ai pas vu, mais je sais que récemment là, il vient de sortir une vidéo. Il a remonté un sommet là dans les Alpes. Voilà. Donc voilà, il a vraiment ancré ce truc. Et c'était pas juste, je l'ai atteint, j'en ferai plus jamais de ma vie. Et c'est ça en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plein de détracteurs, mais c'est facile, il l'a fait avec l'oxygène, mais aujourd'hui tout le monde peut le faire. Mais en fait, on s'en fout. En fait, on s'en fout que tout le monde puisse le faire. Déjà, est-ce que toi qui dis ça, tu l'as fait? Exactement, ça c'est toujours le... Non mais voilà, moi je m'en fous qu'il ait fait. Il a montré simplement qu'il avait sa mission, son but, son utilité à lui, c'est de faire ça. Il s'est préparé en adéquation, voilà, en faisant le truc. Et alors, on s'en fout qu'il ait fait closer. Peut-être que sa prochaine étape, c'est le faire sans oxygène. Petit pas par petit pas, c'est toujours pareil. Exactement. Donc, voilà. Donc, vous allez avoir des mecs comme ça dans votre entourage, enfin, des personnes dans votre entourage qui vont être en essayant de vous saboter à chaque fois. Ah, mais ça, ce que tu fais, ça sert à rien. Puis, de toute façon, tu veux perdre du poids, mais dépêche-toi parce que si tu dis que c'est 6 mois, voilà. Au lieu de vous dire, j'ai un objectif à 6 mois, déjà, j'ai un objectif à 1 jour, puis à 1 semaine. Et découpez votre truc, avancez petit à petit, et ça ira très bien dans le changement de vos habitudes. Et d'ailleurs, pour les 3 problématiques qu'on a citées, y aller progressivement, c'est l'effet cumulé qui, moi, je pense, est important. Donc, si vous suivez ces actions, si vous suivez tous ces plans d'action qu'on vous a donnés, après, vous pouvez les aménager aussi à votre sauce. Vous n'êtes pas obligé de pas rigide. Mais déjà, vous partez sur une bonne base. Et cette bonne base, utilisez-la pour améliorer votre vie, en fait, et votre gestion du temps, votre organisation par rapport à ça. En fonction de ce qui est utile pour vous et ce qui est important pour vous. Ouais, et puis, non, mais juste, c'était pour bien, parce que là, c'est vrai que tu as incorporé le côté social dans les effets cumulés. Mais, ça, c'est hyper important et c'est vrai qu'il y aura beaucoup ces gens-là. Faut en être conscient et faut juste écoutez pas. Sauf pour les profils où quand on leur dit t'y arriveras pas, ça les pousse encore plus en avant. Mais sinon, laissez parler. Peu importe que les gens parlent.
Si c'est important pour vous, vous le faites pour vous. Vous le faites pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Vous le faites pas parce que c'est la mode ou parce que quoi que ce soit. Vous le faites pour vous. Donc, peu importe ce que les gens diront, et ben ils seront bien obligés de revoir leur copie si je veux rester poli, ou de bien fermer leur gueule si je veux parler plus comme c'est naturel pour moi, quand vous aurez réussi. Et même dans le cas en fait où il y a des échecs, parce que vous allez vous planter. On se plante en permanence. Bien sûr. C'est pas grave. C'est la persévérance dans le temps. Donc voilà, ne pas non plus trop se laisser influencer par ce que disent les autres. Ça me paraissait pas mal. Peut-être bien de conclure là-dessus. Je pense qu'on peut conclure l'épisode là-dessus. Je sais pas combien de temps il a duré. Je sais pas, parce que c'est vrai que je crois que ça fait 2 heures ou 2 heures et demie. J'ai pas le time sous les yeux là. Donc je vais regarder ça. J'espère que ce sera quand même digeste, pas trop long. En tout cas, voilà, on essaiera de vous mettre des ressources à disposition pour que voilà, vous ayez peut-être un résumé des plans d'action qu'on propose. Pourquoi pas, on va vous avoir un PDF à télécharger ou quelque chose comme ça. Et comme ça, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de vous retaper les 2 heures de podcast ou je sais pas combien de temps ça va faire avec le montage. Mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de répondre à 3 problématiques qui nous reviennent très souvent avec Kevin quand on accompagne des personnes sur la gestion du temps et sur l'organisation. Je pense qu'on y a répondu de façon complète. En tout cas, si vous avez éventuellement, vous, d'autres astuces aussi à partager, on est preneur, évidemment. Et puis, on pourra les intégrer dans un autre podcast. Prochain épisode, exactement. Eh ben écoute, je pense que c'est une bonne conclusion. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le suivre si ça vous a plu. Ça nous permettra de voir qu'il y a un intérêt et que vous aimez ce format, ce qu'on fait, et ça nous motivera à continuer. Et puis sur ce, j'ai envie de dire, on se retrouve pour le prochain épisode. Ouais. Et je vous dis à très bientôt, et pensez à dire non. Ouais. Ça c'est vraiment ton truc clé, ouais. Et salut tout le monde, à bientôt. À bientôt.